Alors, on pourrait définir la société salariale comme étant un ensemble de personnes qui exercent une activité professionnelle en étant dotées d'un contrat de travail ou d'un équivalent qui donne lieu à l'application d'une branche du droit qui s'appelle le droit du travail, qui est né à la fin du XIXe siècle pour rétablir le déséquilibre qui existait dans cette relation entre le patron et l'ouvrier, selon la très belle formule du père Lacordaire qui nous dit que c'est la liberté qui opprime et la loi qui libère. Et donc le droit du travail est né de cette volonté de rétablir cet équilibre dans cette relation inégalitaire. Alors, cette société salariale a vécu à la fin du XXe siècle le grand mouvement qui est celui de la globalisation de l'économie et est en train de vivre depuis ce début du XXIe siècle une transformation radicale grâce à l'irruption des nouvelles technologies dans l'entreprise qui constitue ce que certains appellent la révolution 4.0, qui vient bouleverser à la fois les conditions de travail des travailleurs dans des entreprises tout à fait classiques, qui est à l'origine du droit à la déconnexion, qui viennent bouleverser également l'exercice même des droits collectifs, par exemple en introduisant la possibilité d'organiser des réunions syndicales ou des réunions de comités d'entreprise grâce à la visioconférence. Donc vraiment, ça vient perturber, je dirais, la vie classique, quotidienne de travailleurs dans une entreprise classique, d'une part. D'autre part, ces nouvelles technologies sont à l'origine de ce mouvement que l'on nomme la robotisation, l'automatisation, où le risque, c'est le risque de perte d'emploi. On ne sait pas à quel niveau, mais le risque ici et l'enjeu, c'est celui à la fois de préserver les emplois et d'être à même de s'adapter aux évolutions d'emplois. Et donc, il y a toutes les questions d'accompagnement et de formation qui sont associées à la robotisation, à l'automatisation. Et enfin, les nouvelles technologies sont à l'origine de ce qu'on appelle l'économie des plateformes, qui, grâce à des outils que nous mettons dans nos poches, des smartphones, des téléphones, qui permettent donc de mettre en relation un client et un travailleur. Alors, l'économie des plateformes vient nourrir en fait un mouvement qui est à l'origine d'une notion retenue par l'OIT, qui est la notion d'emploi non standard. C'est-à-dire d'emploi qui n'est pas réalisé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée auprès d'un employeur déterminé, identifié, localisé, visible, etc. Alors, en quoi l'économie de plateforme crée-t-elle ou est-elle à l'origine d'emplois non standards? Cette économie, comme je vous l'ai dit, c'est une économie qui se caractérise par le fait qu'elle est une économie de l'intermédiation. C'est-à-dire qu'on a un smartphone, un outil, une technologie en fait, qui met en relation, qui met en scène trois protagonistes. Deux visibles, qui sont le client et le travailleur, et un invisible qui est celui qui détient la plateforme et que l'on appelle Deliveroo, que l'on appelle Uber, etc. Et ce qui se passe, c'est que cette relation triangulaire n'est encore pas encadrée par nos droits, par nos systèmes juridiques, que ce soit en Belgique, en France, en Espagne, aux États-Unis, en Australie ou ailleurs. Elle n'est pas nommée, elle n'est pas légalisée, cette relation triangulaire. Reste donc une relation bilatérale entre un client et ce travailleur. Et cette relation bilatérale, la plateforme qui la suggère et qui la supporte, préconise que cette relation soit régie par le statut de travailleur indépendant. Oui, les plateformes vendent
entre guillemets, ce travail en demandant, en exigeant des travailleurs qui adoptent le statut de travailleur indépendant, et donc ici ou là qui se déclarent comme travailleurs indépendants, auto-entrepreneurs, c'est le statut qui est le plus souvent utilisé par exemple dans mon pays, en France. Et ça, alors en soi, ça pourrait ne pas poser de problème parce que presque tous les métiers peuvent être pratiqués, soit en adoptant le statut de travailleur indépendant, profession libérale, travailleur salarié, etc. En soi, ce n'est pas un problème. Ce qui pose problème, c'est que, en réalité, ces travailleurs ne jouissent d'aucune indépendance. Ils ne jouissent d'aucune liberté. Ils ne peuvent pas choisir leurs clients. Ils ne peuvent pas choisir les parcours qu'ils emprunteraient pour aller délivrer tel ou tel produit ou pour transporter telle ou telle personne. Ils ne peuvent pas non plus choisir le tarif ou le prix qu'ils feraient payer à leurs clients. En bref, les mille et un aspects de cette relation de travail sont dictés par la plateforme. Et donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il s'agit vraiment de travailleurs indépendants ? Est-ce qu'on n'est pas plutôt en face d'un phénomène, d'un mouvement de fausse indépendance? Et il se trouve que ces travailleurs, pour certains d'entre eux, dans le cadre de conflits, d'actions en justice qu'ils ont menées contre la plateforme, décrivent par le menu leurs conditions de travail. Et leurs conditions de travail ressemblent et sont typiques d'une relation de travail salarié, qui ne se nomme pas comme telle, et parce qu'elle ne se nomme pas comme telle, parce qu'elle se développe en dehors du droit du travail et de la protection du droit du travail, eh bien ce sont des travailleurs qui sont soumis à des conditions de travail qui nous font penser quand même à ce qu'était le travail à la fin du 19e, au début du 20e. C'est-à-dire qu'on est en face de pouvoirs discrétionnaires des plateformes vis-à-vis de ces travailleurs qui n'ont aucune protection et aucun droit pour se défendre contre la sanction qui consiste à les radier définitivement de la plateforme ou bien à ne plus leur donner autant de choix qu'ils pourraient en avoir sur les plages horaires, etc., etc. Donc on a vraiment un pouvoir d'employeur sans protection pour le travailleur qui se dessine avec cette économie des plateformes. Alors, si on s'appuie sur les narrations, les histoires que racontent ces travailleurs devant le juge lorsqu'ils le saisissent concernant leurs conditions de travail, nul doute qu'on est en face d'une relation de travail salarié. Il y a donc deux possibilités. Soit on laisse faire, et donc ces travailleurs saisissent les juges pour faire requalifier leur relation, mais il y a quand même toujours un aléa dans la décision du juge. Sachez qu'en France, la semaine dernière, la Chambre sociale de la Cour de cassation, jeudi dernier, a rendu un arrêt de cassation où, pour la première fois en France, on a dit que la relation de travail dans le cadre d'une économie de plateforme, c'était contre Take It Easy, et bien une relation de travail salarié avec comme caractéristique l'existence d'un lien de subordination juridique, que la plateforme exerce bien un pouvoir de direction et de sanction sur le travailleur. Alors, soit donc, on laisse faire et on a ainsi des actions en justice régulièrement qui vont dans ce sens-là, sachant qu'évidemment c'est réversible, évidemment. Soit on demande aux législateurs, pour éviter à ces travailleurs d'être obligés régulièrement d'aller devant le juge et de subir cet aléa, on peut aussi aller devant le législateur et demander à ce qu'il introduise une présomption légale de contrat de travail en leur faveur, comme c'est le cas pour un certain nombre de professions en droit français. Je pense en particulier aux artistes. Donc ça veut dire qu'il y a des solutions. La deuxième solution, qui est l'action législative, l'intervention législative, eh bien c'est une solution qui est la meilleure, parce qu'elle protège
en amont et d'emblée ces travailleurs qui n'ont pas besoin de recourir devant le juge, ce qui est toujours un coût, une peine, enfin une difficulté. Et donc c'est une protection en amont et d'emblée et complète. L'autre solution est moins favorable parce qu'elle dépend de la volonté du travailleur d'aller, et de sa capacité surtout aussi, à aller devant le juge. En tout cas, en toute hypothèse, l'économie des plateformes, telle qu'elle organise le travail aujourd'hui, ne l'organise pas différemment d'une entreprise classique. Et donc, c'est une entreprise qui ne dit pas son nom. C'est un employeur qui cherche à rester invisible et à organiser sa clandestinité grâce à cette intermédiation par des logiciels, mais c'est bel et bien un employeur qu'il y a derrière les smartphones et derrière les applications. Donc oui, l'application is a boss, is the boss.